Le 27 octobre 2025 marque un tournant symbolique pour le Burundi. 8 ans après son retrait historique de la Cour pénale internationale, une conférence débat a réuni à Bujumbura des juristes, diplomates, chercheurs, représentants d'institutions africaines et acteurs de la société civile. Organisé par le média panafricain Afrique Média, cet événement ouvre un dialogue essentiel. L'Afrique doit-elle repenser sa justice? Peut-elle bâtir ses propres mécanismes souverains pour juger les crimes graves, loin des logiques de dépendance? Dans cette vidéo, revivez les temps forts de cette rencontre, les réflexions puissantes, les voix à engager et les pistes d'un avenir juridique porté par l'Afrique pour l'Afrique. Bienvenue dans ce moment de réflexion, de mémoire, mais surtout de vision. Le sujet d'aujourd'hui, ce sera le retrait de certains pays africains de la CPI. On va parler du cas du Burundi, champion, et des pays de la ES. Et les implications, et les implications juridiques et souveraineté des États membres et non membres. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui prime. Est-ce que la souveraineté nationale des États devrait primer par rapport à ces traités, oui ou non? Comme introduction, la création et mission établie en 1998, le statut de Rome, la CPI présente la première juridiction pénale internationale permanente et sa mission principale est de lutter contre l'impunité et de juger des crimes les plus graves. Ici, il y a une liste non moins exhaustive. Il y a le génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et le monsieur qui est intervenu en premier, il a ajouté des crimes contre l'agression. Là, on va parler le cas le plus actuel, la Palestine et l'Israël, n'est-ce pas? D'où même il y a un mandat contre Netanyahou, n'est-ce pas? Passons. Le cas du Burundi, c'est un tournant historique, octobre 2017, donc 8 ans jour pour jour. Le Burundi devient le premier pays au monde à se retirer officiellement de la Cour pénale internationale. Cette décision intervient en pleine enquête préliminaire de la CPI sur les violences politiques de 2015. La question qu'on se pose, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Next. Le cadre juridique du retrait. L'article 127 du statut de Rome. Un tournant historique, comme je viens de le dire. Bien sûr, le Burundi s'est retiré. Même après le retrait de la CPI, en vertu de l'article 127, la CPI conserve le droit d'enquêter sur les crimes commis avant la date de retrait. Donc, si c'était par rapport aux violences politiques de 2015, ça veut dire que la CPI a toujours compétence, malgré le retrait du Burundi. Parce que là, on est encore ensemble. Donc, pour dire que même le retrait, on pourrait le qualifier de vain, d'inutile, vu que les faits qui étaient sujets d'enquête s'étaient passés avant la date de retrait. Les procédures déjà engagées ne sont pas annulées. La compétence de la Cour reste rétrospective applicable. Mais la seule chose qui complique les choses, c'est qu'on a envisagé ou annoncé le retrait. Donc, ils se sont dit, ah, finalement, c'est possible. Ce truc de blanc, on va laisser tomber. Ces démarches traduisent un malaise continental face à une institution perçue comme déséquilibrée dans son action. Ici, quand on parle de déséquilibré, ça veut dire que certains pensent que la CPI ne touche que les Africains, ne touche que... Un sentiment d'injustice. Plus de 70% des affaires traitées par la CPI concernent des pays africains. Là, on peut citer, il y a le dossier de Al-Bashir, n'est-ce pas, comme à titre d'exemple. De nombreux gouvernements dénoncent une focalisation excessive sur le continent, ce qui est vrai ou faux. Donc, ce sera un sujet à débat. Alors que des crimes comparables ailleurs restent impunis. Là, on va parler peut-être du Kosovo, n'est-ce pas?
on va parler du Kosovo, on va parler de la Tchétchénie. Donc, de crimes pareils ont été commis dans notre pays, mais la CPI n'agit pas de la même façon. Next. Comme conclusion, donc c'était très bref comme exposé. On va laisser plus de temps dans le débat, disons, on va essayer de se questionner par rapport à cette thématique de retrait des pays africains. Donc, un équilibre délicat. Le retrait du Burundi est quand même une tension persistante entre la souveraineté nationale et les exigences de la justice internationale. Il rappelle qu'une nation ne souhaite abandonner sa dignité juridique, mais qu'aucune ne devrait fuir la responsabilité de rendre justice. Souveraineté versus impunité. La souveraineté ne doit pas devenir un bouclier pour protéger les auteurs du crime. Là, il faut souligner doublement. La souveraineté ne doit pas devenir un bouclier pour protéger les auteurs de crimes graves. Donc là, on se pose encore une fois la question, est-ce que le retrait du Burundi et des autres pays de l'AES, c'est justifié? Ou c'est une façon de faire quoi? De jouer un rôle de bouclier. Elle doit rencontrer sérieux de levier pour bâtir des institutions nationales fortes et crédibles. Next. C'est bon. Voilà. Donc, c'était ça comme exposé. Donc là, je vous laisse le temps de réfléchir, de poser des questions. Là, on vient de poser des jalons, en fait, par rapport au retrait de ces pays, le cas du Burundi. Là, comme la souveraineté ne doit pas devenir un bouclier pour protéger les pays auteurs de crimes graves. Est-ce justifié? Oui. Donc la parole est à vous. Merci beaucoup. Le Burundi n'est plus membre de la CPI. Beaucoup ne vont pas tout. Il a fallu que je prouve que le Burundi n'est plus membre de la CPI. Et après ça, la question qui revenait, c'est un petit pays comme le Burundi sort de la CPI. Qu'est-ce que nous faisons encore dans la CPI? La question que je pose donc à mettre, étant donné qu'on parlait de la souveraineté des États, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour un pays africain d'être membre de la Cour pénale internationale? Pourquoi ne pas donner les moyens aux institutions judiciaires ou juridiques africaines? On a la Cour africaine des droits de l'homme qui existe. Pourquoi ne pas donner les moyens à ces institutions-là de gérer réellement les problèmes qu'il y a sur le continent? Parce que je préfère le dire comme ça, la quasi-totalité des problèmes, des conflits graves qu'on a eu sur le continent ont été orchestrés par certaines mains noires depuis l'Occident. On a monté des frères contre des frères qui se sont divisés. Moi, je trouve un peu déplacé aujourd'hui que ceux qui ont orchestré les massacres hier deviennent des juges d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est nécessaire réellement pour un pays africain de continuer à être membre de la Cour pénale internationale? Ça, c'est ma première question. Pour les mêmes raisons que vous avez avancées, c'est mieux d'organiser notre propre, je dirais, notre propre système de sanctions. Parce que là, on a beaucoup de voilà. Donc, en fait, je disais, c'est mieux d'avoir notre propre système, de sanctionner ou bien de juger ceux que je qualifie de fauteurs de troubles. Ok? Et je dirais non dans le sens de légitimité politique. En fait, on a observé que depuis les indépendances, les systèmes politiques il y a une certaine corrosion de légitimité au fur des années. Donc, le peuple n'a plus vraiment confiance en ses dirigeants. Donc, du coup, oui, dans le sens où, quand les dirigeants, il n'y a pas cette légitimité, le peuple aura tendance à se diriger vers l'extérieur. Mais bien sûr, l'idéal serait que le linge, cela à la maison, en famille. Donc, bien évidemment, il y a toujours des implications assez, comme on l'a dit, politico, diplomatico, etc., etc. Donc, c'est toujours difficile de se caser sur un point et dire oui, on a bien fait. On a bien fait à quel moment? Peut-être qu'aujourd'hui on peut dire le retrait du Burundi était bien souhaité, ou bien c'est une bonne chose.
Est-ce qu'on le dira d'ici dans 50 ans? Je ne sais pas. Ou si on fait 50 ans en arrière, est-ce qu'on aurait dit la même chose? Donc ça dépend aussi des systèmes politiques ou des courants politiques qui sont en place, car je pense que la seule chose qui compte, c'est la légitimité du peuple vis-à-vis du système politique en place. Donc peut-être aujourd'hui, on se dit que c'était une bonne chose, parce que peut-être il y a cette légitimité. Donc, alléluia. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Au niveau de la sélection des affaires, pourquoi la majorité des poursuites effectivement concerne des dirigeants africains? Nous avons le cas de l'Irak, ce qui se passe actuellement en Palestine, pourquoi pas en Ukraine. Pourquoi ça peine à être examiné? C'est une question de juridiction pour nous qui sommes matures du droit. Ça serait une question de juridiction ou bien de volonté politique ou bien de rapport de force géopolitique. Et puis, sur la position africaine, si on suit et pas tout ce qui se passe au sein de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, est-ce que les critiques africaines, comme on l'a vu dans de nombreuses manifestations qui après s'en sont suivi les coups d'État, les critiques africaines sont-elles fondées ou révèlent-elles parfois une stratégie, on dirait, d'autoprotection des élites du pouvoir? Parce que je crois que ça mérite beaucoup une réflexion. Et puis, si je reviens à la question centrale, la dénonciation, entre autres le but du sujet, la dénonciation du 2 poids 2 mesures, ne devrait-elle pas s'accompagner d'un renforcement des systèmes judiciaires africains? Ça nous intéresse. Est-ce que c'est pas parce que nos systèmes juridiques ne sont pas prêts à embrasser cette dimension internationale du droit? En gros, c'est ça, merci. Au Kosovo, j'ai dit, juridiquement, ces affaires, ils sont recevables. Ok? Là, on est tous d'accord. C'est pas pour dire que c'est pas d'actualité ou bien que ça n'a pas été annoncé à la CPI, que ça n'a pas été reçu. Ça, il faut bien le comprendre. Toutes ces affaires sont recevables. Parce que, rappelez-vous très bien, les crimes que la CPI engage les poursuites, il y a le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est recevable devant la CPI. Vous avez parlé de 2 poids 2 mesures. Bien sûr qu'il y en a. Mais ça veut dire quoi? En fait, ça trouve des réponses assez profondes qui sont historiques et coloniales. Parce qu'on a toujours été, disons, sous un leadership paternaliste de l'Occident. Pour dire qu'on ne sera jamais assez autonome, on sera assez grand pour diriger, on sera assez jamais, on sera, il y a toujours quelque chose de pas assez chez les Africains, chez les pays africains. Et la CPI vient comme une réaction, je dirais, osée, pour dire, écoute, normalement il y a les 3 pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. Et là, peut-être, eux, ils contrôlent déjà l'exécutif et le législatif. Et ils disent, on va aussi faire quoi? On va aussi bâcler, contrôler le judiciaire. Pour dire que si vous ne faites pas ça, écoute, on va intervenir, on va vous imposer des sanctions. Donc, il faut être très prudent par rapport à ces traités parce qu'il y a toujours un agenda caché. Là, je le dis honnêtement et ouvertement, il y a toujours un agenda caché. Il y a bel et bien des choses qui sont positives, mais bien sûr des choses qui sont négatives. L'histoire nous a déjà démontré. Et pour terminer la 3e intervention, plutôt la dernière intervention, ça veut dire quoi? La CPI, vis-à-vis des systèmes juridiques nationaux ou internes, est-ce une façon de oser, comme je l'ai dit, de dire, écoute, le système judiciaire de nos pays africains, c'est pas assez calé en matière de droits de l'homme,
de la protection des droits humains. Donc il faudrait un autre niveau, un autre ordre supranational pour réguler notamment ce système judiciaire. Quelque part, oui. Là, à tantôt, je parlais de questions de légitimité. Là, je vais donner un exemple assez typique ici au Burundi. Bon, on a le système judiciaire, n'est-ce pas? Et il est ce qu'il est, n'est-ce pas? Et on ne va pas commenter de midi à 14h. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Le système judiciaire burundais n'existe pas pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser. Pardonnez-moi de le dire ainsi. Mais si dans le système judiciaire burundais, il est là, et il y a des lois, il y a toute une procédure qui est là pour protéger, pour garantir les droits des individus ici au Burundi. Donc je ne dirais pas que les systèmes judiciaires nationaux des pays africains sont dans une mauvaise base. Non, non. Écoute, vous allez choisir pour nos confrères camerounais. On ne peut pas refuser de t'aider sa maman quand il a des... Comment on dit ça en français? Des boutons, j'entends ici. Voilà. Donc c'est comme notre système judiciaire. On ne peut pas refuser de faire quoi? D'embrasser notre système judiciaire à motif que c'est politisé ou c'est corrompu. Non, non, il est là, on doit l'utiliser en tant que tel. Merci. Vous avez parlé que, en ce qui concerne les enquêtes de la Cour pénale internationale, tenant compte de la date du retrait, quand une nation se retire à la Cour pénale internationale, mais qu'il y a des enquêtes qui restent toujours applicables concernant les crimes commis auparavant. Pour le cas du Burundi, comme c'est le pays qui s'est retiré en premier lieu à la Cour pénale internationale, est-ce que ces enquêtes vont avoir des effets en ce qui concerne ces crimes commis antérieurement? Merci pour la question. En fait, le caractère politique, entre parenthèses, de cet organe, de la CPI, parce que l'ITT se retrait, peut-être ces enquêtes préliminaires déjà entamées auraient déjà abouti. Mais s'il n'y a pas cette coopération entre États, il y aura ce qu'on appelle de l'ingérence, n'est-ce pas? Juridiquement, c'est vrai que la compétence de la CPI est rétroactive, juridiquement, mais politiquement, non. Merci. Qui va dans le sens de l'obligation de tous. Vous avez dit dans votre exposé que ces organismes internationaux sont là en quelque sorte pour réguler un certain nombre de choses au niveau mondial. Comment on va donc réguler ça si certaines puissances que vous avez citées ne sont pas signataires du traité de Rome? Comment on peut continuer à fonctionner quand les personnes qui organisent les guerres ne sont pas signataires de l'institution qui est censée régler les conflits créés par ces guerres-là? Comment on peut régler ça? Que moi et lui, on était en train d'échanger avant cette séance. En fait, on se disait, pourquoi est-ce qu'on adhère à ce traité? Est-ce que il y a un manque de vision de nos leaders politiques? Est-ce qu'il y a quoi exactement? Il y a quoi derrière? Parce que c'est vrai, les traités, ça autorise ou bien ça permet qu'il y ait coopération bilatéraux, etc., entre États. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Disons, si on essaie de voir sur le long terme. Parce que il y a, disons, les Nations Unies, au Conseil des Nations Unies, il y a un vote qui a eu à chaque session. Et chaque pays essaie de faire des lobbies, n'est-ce pas? Essaie de faire des lobbies pour avoir plus de votes. Et vous verrez que tel pays a soutenu la motion de censure, par exemple,
de telle puissance. Mais il y a toujours une contrepartie. Et c'est ce que je disais avant. Les traités qu'on a signés il y a 10 ans, est-ce qu'ils sont toujours valables? Est-ce qu'ils sont toujours nécessaires pour notre pays? Tout en gardant en tête que les systèmes politiques viennent et partent. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait des leaders visionnaires, pas, je disais, entre parenthèses, pas des leaders qui ne voient plus le qu'à leur bout du nez. Parce que si on regarde, si on signe à chaque fois des traités, parce qu'il y a tel nous a promis ça en contrepartie, tel nous a promis ça en contrepartie, mais écoute, ce sera pour combien de temps? Donc ça veut dire qu'il y a un manque de leadership, il y a un manque de vision dans notre, chez nos chefs politiques, chez nos diplomates. Donc ça veut dire que, en peu de mots, si les grandes puissances ne font pas partie de ces traités, nous, petits pays, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Un leadership visionnaire, capable de penser plus loin, d'avoir des accords qui porteront des fruits dans 5 ans, dans 10 ans, mais pas tout de suite. Parce que c'est tout de suite, ça finit. Merci. Pour les pays africains concrètement, est-ce que quitter la CPI signifie-t-il rompre avec la communauté internationale? Parce que la CPI relève du droit international effectivement, et c'est vraiment réalisé au niveau des Nations Unies. Donc pour un pays africain, donc il va suivre le cas du Burundi, est-ce que ça signifie concrètement que ce pays vient de rompre les relations diplomatiques au niveau international? Est-ce que ça a été le cas pour notre pays, ou bien les pays qui ont déjà quitté la CPI, ça implique quoi? Merci pour la question. C'est une femme, et c'est un pays, et c'est une puissance. C'est quoi la communauté internationale? Et la communauté internationale n'a pas une définition, je dirais, toute définie. La communauté internationale, c'est un ensemble de pays, que ce soit des pays du tiers-monde, des puissances qu'on connaît déjà. Donc ça fait un tout. Et le fait de ne pas faire partie d'un traité qui est censé avoir une connotation internationale ne signifie pas que vous avez rompu les relations avec la communauté internationale. Parce que je dirais, rompre avec la communauté internationale, ce serait par exemple se retirer de la charte des Nations Unies, n'est-ce pas? Mais la charte, là, elle est obligatoire. Donc tu ne peux pas être reconnu en tant qu'État sans que tu sois membre de la charte nationale qui a été signée en 1945. Donc je me dis que la seule façon de rompre avec la communauté internationale, ce serait le fait de se retirer par rapport à cette charte, mais c'est carrément impossible. Ce serait jouer, ce serait se mettre à la corde au cou. Parce que pour être reconnu en tant qu'État, voilà ce qui est encore bizarre, peut être reconnu encore comme État souverain, ayant une population, des frontières, une monnaie, tu vois. Il faut avoir signé la charte nationale, la charte des Nations Unies. Donc c'est ça qui donne l'identité d'un pays. Donc je me dis que la communauté internationale, c'est celle qui a été signée en 1945. Et plus tard, il y a d'autres pays, et bientôt il y aura la Palestine, qui va faire partie de la communauté internationale. Donc les autres traités, ils sont secondaires, ils ne définissent pas la communauté internationale. Merci. Concrètement, je vais demander quels sont les conflits, ça implique quoi pour les pays, surtout africains? Parce que j'ai parlé de 2 poids, 2 mesures, j'avoue que vous n'avez pas... Donc ce que ça implique, ça veut dire que vous devenez un État broyé aux yeux de la communauté ou bien aux yeux de ses puissances. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mainmise. Parce que si la CPI peut intervenir dans votre pays, ça veut dire que la CPI peut, encore une fois, sous l'égide de ces puissances, faire quoi? Faire un cafouillage dans votre pays. Donc, ça veut dire que vous devenez un État broyé, comme je le disais. Donc, c'est à vous de choisir. Bon, par rapport à cette
Merci Aurélie. Moi je viens de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, comme vous le savez, ne fait pas partie de la Cour pénale internationale. C'est bon, nous ne sommes pas des C'est un terme péjoratif. Oui, c'est important de se lier avec le terme parce que c'est un conférence vraiment important. Bon, c'était seulement pour ça. Je suis attentivement à ça. Merci beaucoup. Votre silence. Et Merci. désolé si le terme vous a vexé. Non, pas vexé. Comme il a rappelé, il vient de la Guinée équatoriale, c'est le représentant résident de la CEAC au Burundi. Pour revenir justement sur la question, on parlait de la nécessité pour les États africains de continuer à être membres de la Cour pénale internationale. Je vais rebondir sur l'expression État voyou. La Russie, par exemple, n'est pas signataire du traité de Rome. Moi, j'étais à Moscou dernièrement. Les Russes ne se sentent pas comme État membre d'un État voyou. J'ai été aux États-Unis. Les Américains, quand on parle de ces pays, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il y a d'ailleurs l'ancien procureur Fatou Bensouda qui est malheureusement responsable de l'incarcération du président Laurent Gbagbo. On l'a arrêté, on l'a incarcéré à La Haye. Et quelques années après, on l'a acquitté. Donc, les années qu'il a passées en prison, 10 ans de prison, ça a servi à quoi concrètement? Est-ce qu'on pourra racheter ces 10 années qu'il a passées derrière les barreaux? Je dirais non. Il a perdu beaucoup de choses qu'il ne pourra jamais récupérer. Ça, c'est bien. Maintenant, pour revenir donc à la nécessité de la présence des États africains dans la Cour pénale internationale, est-ce que le retrait n'est même pas plutôt un choix géopolitique stratégique au vu du contexte actuel? Vous avez évoqué le cas d'Israël. Le Premier ministre israélien et l'extrême droite israélienne massacrent depuis des mois des femmes, des enfants, des vieux, des vieilles à Gaza, sans que Netanyahou ne soit inquiété, simplement parce qu'il est sous le parapluie américain. Est-ce que le fait de sortir concrètement de la CPI, suivre l'exemple du Burundi, ce n'est même pas une décision géopolitique stratégique pour préparer l'Afrique à faire face à cet Occident prédateur-là qui n'a pour seul objectif que de maintenir l'Afrique sous sa domination? Réponse, parce que je dis, un pays, avant d'adhérer à un traité quelconque, il y a toujours des motivations, il y a toujours des motifs. Et pour se retirer, il y a toujours une raison. Et le retrait, comprenez bien, c'est juridiquement valable. C'est même prévu par ces traités. Parce qu'il y a la façon dont un pays adhère, et il y a la façon également dont un pays se retire. Donc c'est pas pour dire que c'est un choix, c'est une décision politique irréfléchie, non. C'est juridiquement acceptable. Alors le fait de décider de sortir de ce genre de traité, donc notamment celui de la CPI, je pense que c'est un choix stratégique dans le sens où... Je crois en 1999, il a ratifié en 2004 pour le quitter en 2017. 13 ans de participation. Qu'est-ce qui s'est passé entre la ratification et le retrait? Parce que c'est là où je situe peut-être la pertinence du retrait ou non d'un pays africain ou pas. Vous avez parlé de 70% d'affaires qui sont traitées par cette cour. C'est énorme. Comment? C'est beaucoup. Plus de 70% d'affaires traitées par la CPI. Est-ce que vous ne trouvez pas normal que dans un espace donné où la criminalité est élevée, que les affaires qui sont traitées par les tribunaux proviennent de cet espace? Merci beaucoup. En 2005, il y a eu entre-temps des accords de paix d'Arusha où les anciens
combattants ou membres des partis qui étaient dans le maquis, ils allaient faire partie du gouvernement. Donc il y a le CNDD qui est entré à partir de 2005. Donc les 13 années, il y a eu, je dirais, le mandat du parti CNDD-FDD, n'est-ce pas? Et vu les objectifs qu'ils avaient, vu les accords d'Arusha, je pense qu'au final, ils se sont dit, c'est carrément incompatible par rapport à ce qu'on voudrait faire comme politique. Parce que parmi les accords d'Arusha, il y a aussi cette cohésion, il y a la réconciliation, il y a le vivre ensemble qui était mis devant. Et je me dis que plus les mécanismes nationaux qui ont été installés, notamment des CPR, il y a eu aussi des tribunaux spéciaux, des territoires très bien, tout ça, c'était des mécanismes qui étaient implantés justement pour essayer de restaurer ou sinon d'assurer cette cohésion sociale qui n'était plus à cause des guerres qu'a connues le Burundi. Donc, à partir des 13 années, personnellement, c'est ma réponse, je me dis qu'ils ont trouvé que c'était incompatible par rapport aux objectifs fixés au départ. Et assurer également la pénalisation ou sinon l'accès à la Cour pénale internationale pour juger des personnes qui, entre parenthèses, étaient censées assurer cette réconciliation nationale. Entre-temps, il faut se rappeler peut-être que après la période de guerre civile, dans le cadre de la réconciliation, il y avait un mécanisme qui avait été planifié, où on devait avoir un tribunal mixte fait de Burundais et d'étrangers. La chose n'a pas été faite. Tout cela, c'était pour éviter que les criminels qui ont commis des crimes graves pendant la guerre civile se retrouvent à la tête de l'État. Cela n'a pas été fait. Est-ce que vous ne trouvez pas que le timing du retrait du Burundi de la Cour pénale internationale a une liaison peut-être avec ce manquement? Je vous remercie. Donc, heureusement ou malheureusement, ça reste toujours mon opinion. Donc c'est toujours une stratégie comme décision, bien sûr je l'ai dit, par rapport à la politique qu'ils avaient au départ. Ok? Et même avant, il y a eu ce qu'on appelait la justice transitionnelle, qui était apparentée à celle de nos voisins ici, le tribunal à Gachacha. Mais ce système également n'a pas abouti. Donc, ça veut dire qu'on y est allé à tâtons. Peut-être qu'un jour, on va y arriver. Merci beaucoup. Donc, notre question dans la salle. Très bien. La juridiction burundaise a pu aller à la hauteur des différends qu'il y avait avant ou pas? Je ne représente pas, je dirais, toute la population burundaise, ou sinon tout le système politique. C'est quoi les bienfaits? Donc si on essaie de réfléchir, c'est quoi les bienfaits? Bon, en tant qu'Africain, je dirais, premièrement, c'est bien parce que n'y a plus de néocolonialisme, entre parenthèses comme on dit. Il n'y a plus cette mainmise. Donc ça veut dire que s'il y a des auteurs des infractions ou des crimes, ils sont jugés par nos juridictions nationales. Je dirais, ça c'est une bonne chose. Contrairement, si on avait signé, si on était resté dans ce traité, ça veut dire s'il y avait quelqu'un qui avait commis un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, directement il serait sous le coup du mandat de la CPI. Donc il échapperait directement à nos juridictions nationales. Est-ce que ce serait une bonne chose? Imagine, tu connais un monsieur ou une dame qui est coupable, présumé coupable des crimes de guerre. Et là, au lieu d'être jugé par le tribunal, je dirais de Mukasa,
on dit non, 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 celui-là il va aller à La Haye. Ce serait une prison climatisée avec une télé, avec des gars. Est-ce que vous seriez content? Donc je me dis, si on essaie de comparer, mais ça ne se compare pas, mais je dirais la première chose, c'est que le Burundi a décidé de prendre en main le système judiciaire ou sinon la procédure pénale pour ses propres citoyens et non confier le destin de ses citoyens à un autre ordre supranational. Merci. Merci pour la présentation. Et je voudrais intervenir dans un sens qui est plus ou moins différent, de ne pas mettre en avant surtout le caractère de souveraineté. Mais plutôt quand on parle d'une justice qui est fondée sur les droits humains, c'est plutôt de mettre en avant les victimes. Je parle de cette question qui vient de poser. Est-ce qu'on peut être fier? Parce que l'État, en fait, il a une responsabilité de protéger, une responsabilité de respecter et de garantir que les droits des citoyens burundais soient respectés. Et maintenant, la question à se poser, c'est, après le retrait, est-ce qu'on a senti que les victimes burundais ont trouvé réparation? Parce que la justice internationale va intervenir par le principe de subsidiarité, qui est celui d'intervenir quand l'État n'est pas capable. Et est-ce que maintenant, connaissant la masse des violations qui ont été commises ici au pays, est-ce qu'il y a eu une justice qui a été faite par rapport à toutes ces victimes? Donc c'est vrai, d'une part, il y a cette volonté de prendre en main sa justice, mais si rien n'est fait pour accompagner cette volonté, est-ce qu'on va se réjouir? Je voulais justement m'atteler sur cette capacité à renforcer le système judiciaire, parce que non seulement le retrait, non seulement le rejet, mais les victimes qui aujourd'hui attendent réparation depuis toutes ces années. Donc ce n'est pas seulement de se réjouir que le Burundi a pris le devant, mais c'est aussi d'attendre des actions concrètes de ce retrait. Et je pense qu'il y a eu plusieurs débats par rapport aux États qui ne sont pas membres. Peut-être qu'au sein de ces États, non pas seulement peut-être, mais ces États ont une juridiction qui est forte et ils sont capables de protéger un citoyen. Et non seulement les citoyens, parce qu'ici on parle de crimes de masse et de crimes contre l'humanité, qui sont des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, comme on a dit, le Burundi s'est retiré, ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. C'est-à-dire, c'est une question qui relève de plusieurs années. Même si ce serait dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants et nos grands-enfants pourront revenir sur cette question et demander justice, en fait, pour tous les victimes qui n'auront pas trouvé, en fait, réparation depuis tout ce temps. Donc, il y a des questions à se poser par rapport au pas qui a été franchi et qui dépasse tout simplement le caractère souveraineté quand on est en train d'aborder toute cette question du retrait de la sécurité. Merci. Donc, il y a 8 ans, 8 ans jour pour jour que le Burundi s'est retiré du retrait. Mais j'ai bel et bien précisé qu'en vertu de l'article 127, que le retrait n'empêche pas la Cour de traiter ou sinon d'enquêter sur des faits qui ont été commis lorsque le Burundi était déjà membre. Donc ça veut dire la période de 2015 à 2016. De 2015 à 2016. Et pour ajouter encore une fois, il y a eu une décision de la Cour est-africaine par rapport à la non-constitutionnalité du 3e mandat. Je pense que c'est déjà un effort considérable, parce que si on constate que le 3e mandat est inconstitutionnel, ça veut dire que tout ce qui s'est fait comme
crime comme infraction ou comme agression, ça veut dire que ça trouve origine que c'était illégal. Donc, il ne faut pas désespérer. Ça veut dire que c'est vrai, la Cour avait déjà avait fait des enquêtes préliminaires. Peut-être il serait question de faire quoi? De faire un plaidoyer. De faire un plaidoyer et de demander, mais où en êtes-vous? Et en se basant exactement sur la décision qui a été rendue par la Cour est-africaine, sur l'inconstitutionnalité du troisième mandat, là, on a encore une force, aussi une justification justement pour prévaloir, ou sinon pour demander justice aux victimes des crimes qui ont été commis dans la période de 2015-2016, et même au-delà. Parce que, je le répète, ici, moi j'interviens en tant que juriste, donc je vous dis que juridiquement, il est encore possible, le retrait n'excuse pas la responsabilité du Burundi pour des faits qui ont été commis avant le retrait. Là, il faut le souligner, on est clair sur ça. Donc, on n'est pas en train de se réjouir, même s'il y a certains qui se réjouissent de ce retrait. Écoute, c'est pas correct, parce qu'on reste toujours responsable des choses qui ont été commises avant la période de retrait. Donc, je pense que par rapport aux victimes, et on rend hommage aussi aux familles, ça veut dire qu'il y a toujours moyen, il y a espoir que ces familles, que ces personnes puissent trouver ou disons, trouver justice en se basant sur l'article 127 du code 127 du pacte du traité. Il faut savoir d'abord que la décision du Burundi, ça a été vu comme précurseur, parce que après d'autres pays, ça a ouvert le chemin vers d'autres pays. Parce qu'il faut le dire, c'est une affirmation claire de souveraineté. Si tu es humain, dis-moi comment aujourd'hui, Benyamin qui est en train de tuer, de massacrer des gens, il est toujours assis là, il est reçu à l'ONU, il est reçu à New York, il est reçu en Europe. C'est inexplicable, ça fait la honte en fait. C'est un instrument tout simplement juridique qui est là pour banaliser. On a vu dans son exposé, il faut le dire très haut, monsieur le maire, il faut le dire tout haut, c'est là pour banaliser les pays africains, pour nous maintenir dans une forme de néocolonialisme, comme on aime le dire. Et deuxièmement, il y a une certaine réappropriation de la justice nationale, parce que au-delà de dire que nous avons quitté la scène internationale au niveau juridique, il est à nous, nos institutions, tout moderniser à goûter. Alors c'est tout un chemin, c'est tout un chemin à parcourir. Et il y a déjà son bon. Et puis, bon, ça je l'ai dit, ça a été vraiment une inspiration pour d'autres nations africaines. Et si tu veux bien, ce retrait n'a pas isolé le Burundi. Ça lui a permis de redevenir ses alliances, surtout le partenariat gagnant-gagnant. Les pays occidentaux traitent avec le Burundi avec une certaine posture. Estime, parce que le Burundi s'est affirmé dans ce retrait de la CPI. C'est dans ce sens. C'était pour te donner une piste de réflexion. Après, c'est mon point de vue. Tu peux avoir un point de vue contraire, mais de mon côté, je pense que c'était bon. Voilà, merci. Et si notre retrait n'a pas engagé on dirait pas des responsabilités, pourquoi d'autres pays africains ne pourraient pas emporter le pas?
devant se conformer aux autres États. Donc, je pense que c'était le seul avantage qu'il y avait. Parce que sous la bannière internationale, on était peut-être bien traités, disant ah, vous êtes parmi les champions, les défenseurs des droits humains. La preuve, vous êtes membre du traité, vous êtes membre de la CPI. Donc c'était ça, c'était la considération. C'était la considération du point de vue ou bien au niveau de la communauté internationale. Et là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne perd rien du tout. La Cour pénale internationale est en train de ces traités. Il y a beaucoup de traités qui ont été mis en place vu ceux qui les ont initiés. Tenant compte de leur origine, nous remarquons le plus souvent que c'est à l'Occident. Comme nous sommes en train de parler de cette Cour pénale internationale, il y a beaucoup de pays africains, comme vous l'avez dit, et que c'est pour les banaliser. Si ces pays africains décident de se retirer de la Cour pénale internationale pour se tenir responsables de ce qui se fait juridiquement dans leur pays, tenant compte des crimes qui ont été effectués dans leur histoire, comme vous l'avez dit et comme nous le remarquons ici au Burundi, il y avait eu la mise en place de la commission d'amitié et réconciliation pour essayer de résoudre de façon juridique aussi les crimes commis peu à peu. Si ces pays africains décident de se retirer de cette Cour pénale internationale, serait-il avantageux pour ces pays? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui pourrait suivre, comme nous voyons, que même si cette Cour pénale a été mise en place le plus récent? Parce qu'en 1900, la République, ce n'est pas, c'est pas loin. Le doublon des structures se trouve au point de vue de la communauté internationale, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la Cour africaine des droits de l'homme. Normalement, la Cour africaine des droits de l'homme devrait jouer le rôle de quoi? De cette Cour. Mais cette Cour n'est pas aussi considérée que la CPI, et c'est très dommage. Donc ça veut dire que des pays, en leur sein, ou sinon à l'intérieur, ils ont des structures. Un exemple assez proche, la communauté est-africaine. Nous avons une cour également. Et cette cour connaît aussi ce genre de crime. Et cette cour aussi connaît des relations entre des États, entre des personnes de ces pays, notamment des relations commerciales. Donc ça veut dire que chaque pays peut organiser sa propre juridiction, son propre système judiciaire, mais il faut aussi qu'il y ait cette volonté politique. Vous me complétez, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait cette volonté politique. Et c'est vrai, la volonté, il y a, mais des actes. Est-ce qu'on va attendre que le vent passe, que l'orage passe, qui est le bon temps? Donc je pense qu'il y a Gandhi qui a dit, si vous voulez un changement, changez vous-même. Be the change you want to see. Merci beaucoup. Premièrement, quand même, le Burundi n'a pas pris la décision de se retirer à ces pays pour cacher les crimes. Non. Il y a de même avec les pays africains qui continuent à se retirer, ce n'est pas pour cacher les crimes qui se font dans leur pays. Mais pourquoi on a pris cette décision? Parce que la Cour pèse lourdement sur les pays africains, sur le Burundi. Alors qu'il y a d'autres, il y a beaucoup de crimes qui se passent ici et là, mais la Cour n'intervient pas en fait. Donc le Burundi a pris cette décision, donc, premièrement pour dénoncer cette injustice que la Cour fait face aux pays africains. Autre chose, il y a beaucoup de traités, de conventions que notre pays a ratifiées. Et jusqu'à maintenant, on continue toujours à ratifier
les différentes conventions, les différents traités. Mais quand même, ce que je peux dire, s'il y a une convention, un traité qui est ratifié par un pays, par exemple au Burundi, directement la convention entre dans l'arsenal juridique du pays en fait. Elle est considérée comme une loi nationale. Mais quand même, ce qui est très important, c'est la manière de les mettre en œuvre. Ce n'est pas ratifié pour ratifier, mais quand même, il faut que quand même, s'il y a une convention qui a été ratifiée, il y a un traité quelconque, il faut que quand même l'outil soit mis en œuvre. Sinon, au niveau du Burundi, bien que le Burundi n'est pas membre de la Cour, de la CPI, mais quand même, on a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir les droits humains dans notre pays. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de structures nationales qui interviennent dans le domaine de la promotion des droits de l'homme. Il y a beaucoup de textes et lois nationales qui sont votés pour promouvoir les droits de l'homme au Burundi. Je sais bien quand même, tous le connaissez, il y a toujours des sanctions à l'endroit de toute personne qui ose violer les droits de l'homme. Ou alors, même si nous ne sommes pas dans ce pays, je vois qu'à au niveau du pays, il y a toujours des avancées très significatives en ce qui concerne la promotion des droits de l'homme au Burundi, partant sur les différentes institutions qui sont sur ce pays pour promouvoir les droits de l'homme et protéger les droits humains. Merci au cadre du gouvernement qui vient de vous donner, n'est-ce pas, une lumière. Je voudrais juste intervenir parce qu'il y a quelque chose qui a été dit, je pense, qui n'était pas correct au sujet de l'Union africaine et de marché de l'Union africaine. Et je voudrais d'emblée vous dire que la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, ce n'est pas une cour pénale. Ce qui veut dire que les matières qu'il traite ne sont pas du buzz ou de faire le flic, comme le font la Cour pénale internationale. Et donc, parce que si j'ai bien suivi, et que voilà, il y a la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, ainsi de suite, elle est appelée Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il y a un tribunal qui est en Tanzanie, et ce tribunal traite justement des questions, et toute personne qui est dans la salle peut saisir cette cour si cette personne estime que ses droits ont été lésés. Je répète, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, qui est une cour de l'Union africaine, n'est pas une cour pénale. Ce qui veut dire qu'il faut faire le distinguo des choses. Deuxièmement, c'est parce qu'on parle de la Cour pénale internationale selon le traité de Rome, mais après le Burundi, il y a eu l'Afrique du Sud, après l'Afrique du Sud, il y a eu la Gambie, et après la Gambie, il y a les 3 pays de l'AES. Mais qu'est-ce que cela nous dit? La plupart des personnalités qui ont été à la Cour pénale internationale, ce sont des Africains. Bon, il n'y a personne du Burundi qui a été à la Cour pénale, heureusement. La RDC en compte 3. Mais est-ce que pour autant ça a résolu le problème dans ce pays-là? On a failli, d'ailleurs le président, l'ancien président de Kenya, pour ne pas le citer, il a été traduit pendant qu'il était chef d'État. Ça, c'est une humiliation pour le continent africain. Ben, il y a eu d'autres. Vous pouvez citer Omar Bachir et tout le reste. Bon, je ne veux pas entrer dans les considérations. Donc, comprenez un peu. Donc, mon point de vue, c'était justement de faire le distinguo et que l'Afrique veut régler des problèmes africains. Les problèmes africains, il faut se servir des solutions africaines. Nous avons des mécanismes, mais notre adage dit, est-ce que vous savez une mère qui a déjà jeté son enfant avec de l'eau, même si cet enfant était sale, vous allez le jeter? Alors évitons de jeter de l'eau propre contre nous-mêmes. Parce qu'après tout, deux frères peuvent se quereller, mais ça ne veut pas dire qu'ils cessent d'être frères. Mais si un décide d'aller trouver des criminels pour éliminer son frère, mais après, tu resteras avec la conscience pas tranquille parce que tu auras éliminé ton frère ou ta soeur.
Donc en Afrique, ce qu'on recherche, c'est beaucoup plus rapprocher le peuple et non pas les séparer. Je ne veux pas condamner la Cour pénale, vous n'avez qu'à voir qui sont jugés là-bas. Vous avez donné des cas dans cette salle. Qui sont jugés à la Cour pénale? Pensez-vous que c'est pour honorer l'Afrique? Et vous serez content que nos dirigeants, vos dirigeants, continuent à être traînés dans cette cour-là et on gagne quoi? Supposons qu'on traite un dirigeant d'un pays, pour ne pas citer un dirigeant du Burundi. Pensez que le Burundi va gagner quoi? Rien du tout. Au contraire. Voilà un peu, je voulais tout simplement apporter ces éléments de précision et de dire qu'il faudrait en réalité les étudiants qui sont là bien lire. Parce que certains de ces instruments servent plutôt les intérêts de ceux-là qui les ont mis en place. Et certains de nos pays, juste pour raison du suivisme et peut-être de conformité du fait d'avoir été colonisé par X ou Y, on dit il faut signer ceci, vous signez, mais après vous vous rendez compte que c'était de l'arnaque. Donc certains décident de se retirer, d'autres sont encore dedans, mais si vous posez la question est-ce que ceux qui sont dedans sont à l'aise ou ne sont pas à l'aise, c'est à eux de répondre. Mais nous pouvons juste constater que c'est une cour qui cherche, enfin, pour terminer, qui fait un double poids, 2 poids, 2 mesures. Voilà. La preuve est que quand il s'agit d'un Africain, on fait trop du buzz. Donc comme c'est qu'on fait sur les réseaux sociaux, voilà, il faut arrêter, il y a crime. Mais dites-moi, pour ne citer que ces cas, on nous a présenté Gaddafi comme étant un dictateur, mais ce qu'on ne nous dit pas, si vous ne le lisez pas, c'est que la Libye n'avait pas de réfugiés. En Libye, tous les étudiants étaient payés juste après les études. Il n'y avait pas de chômeurs, et les chômeurs étaient payés. Et le niveau de vie était le plus élevé, plus que certains pays européens. Et où est la Libye aujourd'hui? Eh bien, maître, au sortir de cette conférence débat, qu'est-ce qu'on retient? Alors, au sortir de ce débat, on retient que déjà, ça fait 8 ans que le Burundi s'est retiré du traité de Rome qui créait la Cour pénale internationale. C'était en 2017. Et parmi les échanges qu'on a eus, on a échangé sur la nécessité ou la non-nécessité de s'être retiré de ce traité. Bien sûr, on a remarqué qu'il y avait des avantages sur le plan diplomatique, sur le plan politique et sur le plan judiciaire. Mais également, il reste toujours aussi, je dirais, des lacunes par rapport à la cohésion sociale. Car la question qui était en jeu, c'était par rapport à la légitimité de nos systèmes politiques, à la légitimité également de cette Cour. Parce qu'on remarque que la Cour pénale internationale, c'était comme, je dirais, entre parenthèses, une façon de nier nos systèmes juridictionnels nationaux. Parce que, imaginez si un citoyen burundais, au lieu d'être jugé par nos tribunaux nationaux, et il serait jugé par une cour externe ou une cour extérieure aux juridictions burundaises. Donc, chose qui n'est pas acceptable. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Alors, par rapport aux avantages, par rapport à ce qu'on a gagné, donc, personnellement, je dirais qu'il y a bien sûr des avantages sur le plan politique, parce que ça reste toujours un choix stratégique dans le sens où c'est une façon de dire non au néocolonialisme qui est en vogue aujourd'hui. Et c'est également une façon de s'affirmer, d'accepter que nos systèmes judiciaires, nos systèmes, nos cours et tribunaux qui peuvent juger et sanctionner les citoyens burundais. Quelles sont vos impressions? Alors, merci. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Dieudonné Biguitonzi. J'ai eu l'honneur de modérer cette conférence débat. Alors, c'était un cadre d'échange dynamique, constructif, intergénérationnel, parce que ça a permis un vrai débat, ça a nourri un débat entre professeurs d'université, étudiants, journalistes. Nous avons eu également l'honneur d'avoir un représentant du ministère de la Justice. Donc, ça traduit un sentiment de fierté par rapport aux échanges qui ont eu lieu dans la conférence, et surtout ça a suscité des questions, des émerveillements, car en quelque sorte on a célébré l'intelligence ou bien voilà, l'intelligence collective africaine
par rapport aux enjeux de la CPI et ce qui découle des décisions qui sont en train d'être prises par pas mal de pays africains, en commençant par le Burundi, et maintenant l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et donc voilà. Merci beaucoup. Au sortir de cette conférence débat, quelles sont vos impressions? Bon, mes impressions en tant que journaliste qui a évolué comme adepte du journalisme sensible au conflit, je trouve que c'était un débat très opportun pour le moment, parce que nous avons une communauté, disons la communauté burundaise, qui a connu beaucoup de clivages politiques, ethniques, et que pour le moment nous sommes dans un processus de réconciliation. Et pendant ce même processus, il y a eu cet événement du retrait du Burundi dans la Cour pénale internationale, ce qui a amené à un autre débat, parce que, à vrai dire, toutes les tendances, tant politiques qu'ethniques, ne sont pas encore d'accord sur cet événement-là. C'est pour moi donc, c'était pour moi opportun qu'il y ait ce genre de débat pour que les uns et les autres puissent comprendre peut-être les avantages, mais aussi ce qu'il faut pour que tout le monde soit rassuré dans ce processus. Merci beaucoup. Merci. Bien, au sortir de cette conférence débat, quelles sont vos impressions? À la sortie de ce débat sur le 8e anniversaire du retrait du Burundi à la CPI, d'abord j'ai senti un sentiment de satisfaction parce que notre pays, le Burundi, a pris le premier pas de sortir notre pays là-bas à la CPI. Donc, peut-être que nos dirigeants ont considéré que le retrait de notre pays à ce cours ne peut pas engager des responsabilités. Donc, pour moi, je trouve que cet élément est une fierté pour le Burundi. Et moi, encore en tant que Burundais, je sais que cette fierté pourra peut-être nous encourager à prendre des décisions que d'autres pays considèrent comme déjà comme pas possible. Donc le Burundi a eu ce courage. Donc je sens un sentiment de satisfaction et de fierté en tant que Burundi. Merci beaucoup. Oui. Eh bien, au sortir de cette conférence débat, quelles sont vos impressions? Bon, d'abord c'était un débat, disons, riche et bien sûr diversifié, parce qu'il y a des opinions qui se divergent par rapport à ce sujet, mais c'est un sentiment quand même de satisfaction par rapport à ce sujet. Mais aussi, c'est aussi peut-être une opportunité de réfléchir. On a parlé d'indépendance, c'est comme une indépendance en fait de la souveraineté, au sens vrai que, au sens juridique, disons, parce que si, comme on a parlé de réparation l'autre fois, il y a des responsabilités qui n'ont pas été encore répondues par rapport à ceux qui viennent juger l'Afrique. Donc, moi, je dis l'Afrique pour l'Afrique, le Burundi pour le Burundi. Donc, il faut que vraiment le Burundi soit à mesure de se juger. Il y a des instances juridiques ici au Burundi puissent être à mesure de se juger et donc de rendre justice au fait. Donc, ce débat était un peu riche, par rapport à ce point que le Burundi a eu ce courage de dire non. Le Burundi a des instances qui peuvent juger, mais ça reste la question, peut-être que tout le monde peut s'opposer, ou peut-être tout Africain, est-ce que ça va être efficace? Parce que c'est la question à se poser. Il ne faut pas tout simplement se réjouir de ça. On est indépendant, notre justice est indépendante, mais disons, est-ce qu'on est capable de le faire? Bien sûr, on le sait, parce qu'il y a des gens qui ont fait le droit ici, qui sont là pour la justice, mais disons, est-ce que c'est efficace? Parce que, disons, se retirer de la cour, c'est un pas, mais ça reste. Alors, à la justice, de faire ce pas pour montrer que l'Afrique est capable, le Burundi est capable de se juger lui-même. Merci.